L'extraordinaire histoire de Pam Reynolds, la femme qui serait morte et qui est revenue de l'au-delà. En 1991, s'est produit l'un des cas les plus sensationnels au monde d'une expérience de mort imminente, EMI, s'est produit. En 1991, Pam Reynolds, une compositrice américaine de 35 ans qui vivait dans la ville d'Atlanta, aux États-Unis, a commencé à souffrir de maux de tête intenses et de vertiges récurrents. Une fois qu'elle s'est rendue chez le médecin et a subi une tomographie axiale informatisée, elle a reçu une nouvelle tragique. Non seulement y avait-il un gros anévrisme situé à la base de son cerveau, mais aussi ses chances de survie étaient très minces, car l'anévrisme était inaccessible et ne pouvait donc pas être enlevé par chirurgie. Heureusement pour Pam, sa mère a trouvé le docteur Robert Spetzley, directeur du Barrow Neurological Institute à Phoenix, en Arizona. Spetzley, à cette époque, était considéré comme l'un des meilleurs neurochirurgiens au monde. Grâce à une intervention chirurgicale pionnière et radicale appelée « arrêt cardiaque hypodermique ». Pour ce faire, les chirurgiens ont dégonflé l'anévrisme puis l'ont retiré sans crainte d'endommager le cerveau. Cependant, l'opération comportait de sérieux risques pour le patient car, pour neutraliser l'anévrisme, cela signifiait devoir abaisser sa température corporelle à 10 degrés Celsius, pour maintenir ses mécanismes métaboliques bas, arrêter votre cœur et votre respiration, prélever du sang de votre cerveau et arrêter vos ondes cérébrales. Pour cette raison, Spetzley a averti Pam qu'avant de l'opérer, elle serait cliniquement morte pendant 1 heure avant d'être réanimée. Au moment de l'opération, l'équipe médicale a placé toutes sortes de capteurs sur le corps de Pam pour surveiller ses signes vitaux. Des électrodes ont été placées sur son cuir chevelu, ses yeux ont été fermés avec du ruban adhésif, elle a été connectée à un équipement d'électroencéphalographie pour enregistrer son activité cérébro-corticale, et de petits bouchons ont été placés dans ses oreilles, avec de minuscules haut-parleurs émettant des clics audibles qui seraient utilisés pour tester la fonction du tronc cérébral et pour s'assurer qu'il avait un EEG plat, ou un cerveau insensible, avant le début de l'opération. Lorsque l'intervention a commencé, le docteur Spetzley a fait une incision dans le crâne de Pam avec une scie à os spéciale. À ce moment précis, alors que le médecin procédait à l'incision, Pam a commencé à vivre le phénomène connu sous le nom d'expérience de mort imminente, EMI. Selon la femme, la première chose dont elle a été consciente a été le fort bruit de craquement que la scie produisait pendant son fonctionnement. J'avais les yeux bandés et j'avais les haut-parleurs dans les oreilles et j'étais entrée dans le coma. Cependant, j'ai commencé à entendre ce bruit désagréable. Je ne sais pas comment j'ai sauté hors de mon corps pour voir ce que c'était. Elle semblait être posée sur l'épaule du docteur Spetzley. Elle pouvait voir l'instrument qui faisait cet horrible bruit. Cela ressemblait à une sorte de brosse à dents électrique. Il y avait un conteneur à proximité avec des crochets qui me rappelaient celui que mon père utilisait pour ranger ses clés à douille quand j'étais enfant. Pam le dira plus tard. Expérience extrasensorielle hors du corps. Plus tard, la femme a décrit une sensation indescriptible de quitter son corps, comme si elle avait perdu 300 kg de poids. C'était merveilleux. Je pouvais me déplacer d'un endroit à l'autre à volonté. Mon processus de réflexion me conduisait là où je voulais aller. Je n'ai ressenti aucune douleur, aucune souffrance, aucune peur. Pendant que je flottais, j'ai pris conscience d'un certain nombre de détails importants qui seront confirmés plus tard par l'équipe médicale. Ma tête n'avait été rasée que d'un côté et j'ai remarqué plus tard que les chirurgiens cardiaques avaient localisé une artère et plusieurs veines sur mon côté droit. J'ai clairement entendu le chirurgien dire que les veines étaient trop petites pour un pontage cardio-pulmonaire, et qu'il devrait utiliser des veines de ma jambe gauche.
L'opération entre alors dans une de ses phases les plus délicates. La température corporelle de Pam a continué de baisser et elle a fait un arrêt cardiaque complet, lorsque du chlorure de potassium a été injecté dans son cœur. Les senseurs ont montré que sans sang, l'activité cérébrale de la femme avait complètement cessé, le cœur a été arrêté et il n'y avait aucun signe d'onde cérébrale. Pam Reynolds était cliniquement morte. À ce moment, Pam rapporta qu'une sublime expérience extrasensorielle s'était produite. J'ai eu le sentiment d'être entraînée, mais pas contre mon gré. Je n'ai pas protesté parce que je voulais partir. C'était comme si je montais dans un ascenseur à grande vitesse. Puis j'ai reconnu la voix de ma grand-mère décédée. J'ai entendu sa voix m'appeler, mais ce n'était pas une voix venant de ses cordes vocales. Elle m'a juste regardé et j'ai compris. En distinguant les gens, j'ai réalisé qu'ils étaient faits de lumière. Avec ceux que je reconnaissais, c'était comme si nous n'avions jamais été séparés. Il y avait de l'amour, de l'affection et de la protection. J'ai senti intensément que j'avais été amenée à cet endroit pour être protégée. Je me sentais divine. Pam a ajouté qu'elle avait ensuite rencontré un groupe de parents décédés qui l'entouraient et la nourrissaient. Ils ne l'ont pas fait par la bouche avec de la nourriture, mais ils m'ont nourri avec quelque chose qui m'était inconnu. Je ne peux que le décrire comme quelque peu pétillant. Puis j'ai vu un oncle décédé à l'âge de 39 ans, et une mère de Jean. Je ne reconnaissais pas beaucoup de ces personnes, mais je me sentais profondément liée à elles, sentant qu'elles étaient mes ancêtres. Ce qui m'a surpris, c'est la façon très différente de communiquer avec ces gens. La qualité de la communication est bien meilleure que celle terrestre. Vous n'avez pas à chercher les mots exacts pour exprimer vos pensées. Au cours de cette expérience, la communication se fait à la vitesse de la lumière. Elle coule instantanément, il n'y a pas de fausses interprétations, ce qui est dit est la vérité. Pam Reynolds a avoué à ce moment-là qu'elle était très étonnée de la beauté de l'environnement d'amour et de lumière où elle se trouvait. J'ai demandé à ma grand-mère si la lumière qui nous entourait était la lumière de Dieu. Cette question a fait beaucoup rire mon entourage. Ma grand-mère a répondu, « Non, chérie, la lumière n'est pas Dieu. La lumière coule quand Dieu respire. » J'ai également été frappée par la différence des couleurs devant moi, car elles étaient tellement plus intenses et belles que celles que l'on voit normalement. J'étais compositeur de musique, j'étais donc fasciné d'observer que chacun des êtres qui m'entouraient émettait une note de musique, comme une vibration qui, combinée à d'autres, produisait une belle harmonie. À ce moment-là, j'ai commencé à explorer mon propre état non physique et j'ai réalisé que j'avais conservé mon apparence normale. J'ai mis mes mains sur mon visage et quand je les ai vues, j'ai su que j'étais là et que je pouvais me sentir. La chose étrange était que je ne me sentais pas très différente de ce que je ressens ici. Et pourtant, je ne sais pas comment l'expliquer, je n'ai pas de mots. Il n'y avait pas de densité dans la chair. Mes mains manquaient de densité, mais je les tenais devant moi pour m'assurer qu'elles étaient là. En tout cas, dans mon environnement. C'était comme si les corps flottaient dans l'air, il y avait de la lumière et de l'ombre, mais elles ne semblaient se projeter nulle part. Cela me fait penser que je n'étais peut-être pas au paradis, mais dans un espace intermédiaire où ils ont pris soin de moi. Le retour au corps physique. Après 7 heures ardues de travail chirurgical, le docteur Spetzley a terminé l'opération de Pam Reynolds, enlevé l'anévrisme mortel et fermé le crâne, bien qu'il y ait eu quelques revers. Le moniteur cardiaque silencieux a commencé à enregistrer l'activité de fibrillation ventriculaire, un rythme cardiaque mortel qui, s'il n'est pas corrigé, peut entraîner la mort. L'anévrisme ayant été retiré, les chirurgiens ont alors décidé d'activer mécaniquement son artère.
Ils l'ont fait, mais il n'y a pas eu de réponse du patient. À ce moment, Pam a vu dans son expérience de mort imminente, EMI, comment son oncle la ramenait au tunnel où elle était entrée au préalable. Et de cette façon, elle pouvait voir son corps sans vie sur la table d'opération. Quand j'ai vu mon corps, je n'ai pas voulu y retourner. Il avait une apparence hideuse. Il semblait qu'il était mort. J'ai eu peur et je n'ai pas voulu le regarder. J'ai dit à mon oncle que je ne voulais pas y retourner. Puis il m'a dit que je devais y retourner, que mes enfants encore petits, avaient besoin de moi. J'ai insisté égoïstement sur le fait que les garçons s'en sortiraient très bien sans moi. Il m'a dit que retourner dans le corps, c'était comme sauter dans une piscine, il suffisait simplement de sauter. Mais j'ai continué à refuser jusqu'à ce que mon oncle me pousse. J'ai frappé mon corps au moment où mon cœur était activé pour la deuxième fois. À ce moment-là, le rythme était satisfaisant et j'étais en vie, même si je me sentais mal à l'aise. Pendant longtemps, j'ai été furieuse contre mon oncle pour m'avoir poussé dans mon corps, mais il avait raison. Le retour au corps était comme si j'avais sauté dans une piscine, mais dans une piscine d'eau glacée. J'ai ressenti de la douleur. Après le succès de la deuxième activation cardiaque, Pam Reynolds a repris conscience sur la table d'opération, alors que les chirurgiens la déconnectaient des différents appareils. La femme s'est rendue compte qu'un classique de la musique rock passait sur une petite radio, Hotel California, du groupe Eagles. Les paroles disaient, « Tu peux partir quand tu veux, mais tu ne peux jamais partir complètement. » J'en ai parlé plus tard à l'un des chirurgiens et il s'est plaint à quel point c'était incroyablement insensible. Il a ri et m'a dit que j'avais besoin de dormir. L'incroyable cas de Pam Reynolds sera plus tard recueilli dans le livre du cardiologue Michael Sabom intitulé « La lumière et la mort, 1998 » et il est actuellement considéré comme l'une des preuves scientifiques les plus solides de la survie post-mortem de la conscience. Pam mourra près de 20 ans plus tard, le 22 mai 2010, des suites d'une insuffisance cardiaque, mais son expérience de mort imminente a été considérée par certains, comme preuve éclatante de la survie de la conscience après la cessation des signes vitaux et d'une vie après la mort. L'histoire d'Arturo Gomez Andujar. 49 ans, responsable logistique d'un entrepôt de plomberie, Valence. Quand j'avais 17 ans, un jour d'été, ma copine et moi avons décidé d'aller à la plage en moto pour prendre des photos. En chemin, en traversant un pont, la roue a dérapé et nous sommes tombés au sol. La moto et ma copine ont eu de la chance. Le pire m'a frappé. J'ai été projetée et arrêtée d'un coup à la tête, sans casque, contre la clôture sur le côté. J'ai littéralement sorti de mon corps et j'ai commencé à flotter, me voyant allongée sur le sol avec ma petite amie en pleurs accroupie sur moi. Je me souviens aussi d'un jeune homme courant vers elle pour demander de l'aide. Mais la vision devenait de plus en plus diffuse car je n'arrêtais pas de prendre de la hauteur. Soudain, mon ascension flottant à l'envers a été stoppée par quelqu'un qui m'a attrapé par derrière. Qui que ce soit, d'une voix calme et amicale, il m'a demandé « Où vas-tu » et sans lui donner la possibilité de répondre, il a poursuivi « Ce n'est pas ton moment, vous avez encore beaucoup de choses à faire. » Je me souviens que je me suis retournée pour voir cet être. Il portait une robe blanche. Il avait des cheveux blonds un peu longs et un visage qui n'avait pas l'air bien, mais qui inspirait confiance et calme. Réfléchissant toujours aux paroles de mon interlocuteur inattendu, j'ai soudain eu l'impression de voyager confortablement et joyeusement dans un grand et luxueux véhicule, avec beaucoup d'espace et un excellent moteur. Mais immédiatement cette sensation a disparu et j'ai commencé à remarquer du sang.
C'est alors que j'ai vraiment pris conscience de ce qui m'était arrivé. Je me suis réveillée dans une voiture, qui s'est avérée appartenir au garçon que j'avais vu courir d'en haut. Il habitait près du pont, et quand il a vu notre accident, il est venu à notre aide. Vu la gravité de mon état, ils ont décidé de m'envoyer à la clinique San Juan de Dios à Valence. Dans une salle d'opération, le médecin qui m'a soigné n'en revenait pas. J'avais de multiples fractures à la tête. Il avait besoin de sutures pour les sourcils, pour la tempe, pour le menton, jusqu'à 50 points. J'étais miraculeusement vivant. Mais le plus incroyable de tout, c'est que je me sentais bien, je n'ai ressenti aucune douleur. Ils ne m'ont même pas fait mal quand ils m'ont passé l'aiguille et le fil. Ils bavardaient et plaisantaient avec les infirmières comme si rien de grave ne s'était passé. Une fois que tout fut fini, j'ai discuté de mon expérience avec ma petite amie et j'ai vérifié que ce que j'avais vu d'en haut était exactement ce qui s'était passé. Cela m'a donné beaucoup à réfléchir. Ce n'est pas, bien sûr, quelque chose qui est joyeusement dit à tout le monde. Ce qui m'est arrivé me porte à penser que nous avons tous quelqu'un qui est là, à côté de nous, qui nous protège même si nous ne le voyons pas. Je suis aussi convaincu qu'il y a une vie après la mort, pas comme ça, mais la vie continue. L'histoire de Juanra Fernandez. Mon frère a eu un accident de moto qui, bien qu'il ait semblé au début entraîner des blessures mineures et insignifiantes, cela s'est compliqué en ne détectant pas une hémorragie interne qui, une fois propagée, est devenue incompatible avec sa vie. Un matin, le téléphone a sonné pour nous alerter de l'arrivée imminente de sa fin. Quelque chose qui est bien sûr impossible à assimiler. Aucun de nous n'imaginait que le jour où il tomberait sur l'asphalte par quelqu'un qui a décidé de ne pas s'arrêter à un panneau d'arrêt, conduirait à une agonie aussi rapide, et donc partagée par toute la famille. Nous savions tout que le moment le plus triste de notre vie approchait, tout le monde sauf lui. Mon frère est resté inconscient de sa gravité, il était conscient et lucide, et le resta toute la journée, une surprenante lucidité par rapport à son destin. Les membres de la famille ont essayé de ne pas se réunir dans la chambre d'hôpital afin de ne pas éveiller les soupçons du patient. Pendant ce temps, mon frère nous parlait normalement. À un moment donné, il s'est assis sur le lit et a essayé de se lever. J'étais à ses côtés à ce moment-là. Nous étions tous les deux les seuls présents dans la pièce, je lui demandai surprise où il allait, il répondit, le regard fixé sur un point où il n'y avait personne, je dois y aller, tu ne vois pas qu'ils m'attendent. Surpris, j'ai précisé qu'il n'y avait personne, mais il a insisté en montrant cet endroit vide. Je n'étais pas la seule de ceux qui l'accompagnaient ce jour-là à l'avoir entendu dire des choses similaires, il a même décrit l'un de ceux qui étaient venus le chercher, se référant à lui naturellement et comme s'il le connaissait parfaitement, ajoutant, « Regarde comme il est beau. » Cette nuit-là, il est mort. Il est parti. J'espère que dans ma tristesse et celle de nous tous à qui il manque, qu'il soit parti avec quelqu'un qu'il aime autant que nous. L'histoire d'Emilio Carrillo. 58 ans, économiste, écrivain et sous-directeur de zone au Conseil provincial de Séville. Mon expérience s'est déroulée l'après-midi du 29 novembre 2010 aux soins intensifs d'un hôpital de Séville. J'avais 52 ans à l'époque. Une chute en bas d'une montagne m'a causé une fracture du péroné, ceci, à son tour, une thrombose, et cela, enfin, un infarctus pulmonaire. À cela s'est ajouté un diagnostic initial erroné de la crise cardiaque comme une simple pneumonie. 24 heures plus tard, j'ai été admis aux soins intensifs dans une situation critique.
Ce que j'ai ressenti de manière claire et diaphane a duré près de 2 heures de notre temps. Il serait trop long de partager l'expérience avec des mots. Mais elle peut être résumée comme suit. Pour commencer, je me voyais hors de mon corps, allongé face contre terre sur le lit, pendant que je planais dessus et observais tout ce qui se passait autour de moi. Immédiatement, j'ai vu dans les moindres détails toute la vie que je laissais derrière moi. Chacun des faits et circonstances vécus au cours de mes 52 ans, sans exception et non de manière partielle ou résumée. Mais ordonnée et détaillée. Non pas comme un film ou une succession d'images projetées devant moi, mais entièrement et simultanément. Cette vision instantanée de la vie qui s'achève me donne la confirmation que tout avait sa raison d'être et que tout s'emboîte harmonieusement. Il n'y a pas de pièce de trop ou mal placée dans le puzzle de la vie. Ensuite, j'ai pu voir et sentir que j'étais accompagné d'êtres de lumière. Ils prirent bientôt une apparence reconnaissable comme mon père, ma mère et plusieurs de ses frères et sœurs, tous décédés il y a des années. C'est ma mère qui a pris l'initiative de communiquer avec moi, me demandant si j'étais calme et en paix. Ce n'était pas une communication verbale, mais j'ai perçu leur message et j'ai aussi pu communiquer avec eux. Chose curieuse, parmi les êtres de lumière se trouvait une sœur de ma mère qui n'était pas morte, ou du moins c'est ce que je pensais à l'époque. Plus tard, ils m'ont informé que cette personne était décédée alors que j'étais admis aux soins intensifs. Enfin, après m'être vu si bien accompagné, j'ai remarqué à quelques mètres un superbe tunnel de lumière resplendissante en position horizontale, sans aucune pente. C'était éblouissant. Je savais que c'était l'entrée de l'au-delà. Presque au bout du tunnel, j'ai eu un contact avec une forme énergétique qui ne dégageait que de l'harmonie et un immense amour. Et cette forme a pris le corps de Jésus-Christ. Il m'a tendu ses mains de lumière et les a entrelacées avec les miennes, générant dans mon être une expérience de joie indescriptible. Pourquoi suis-je retourné dans mon corps physique ? C'était une conséquence de cette rencontre avec le Christ et de la communication qui s'y était établie. Il m'a confirmé que je reviendrais à la vie physique que je venais de quitter, pour faire quelque chose, que je ne connaîtrais qu'au bout d'un certain temps après y être revenu. L'histoire de Ramiro Calle Capilla. 73 ans, écrivain, professeur de yoga et de méditation, Madrid. Il y a 6 ans et demi, en explorant la sagesse bouddhiste au Sri Lanka, j'ai attrapé une bactérie agressive appelée Listeria. De retour à Madrid, j'ai été admis à La Paz, où j'ai subi un arrêt respiratoire. J'ai été transféré à l'UVI. Ils ont dit à mes proches qu'il me restait 4 heures à vivre, mais je suis resté dans le coma pendant 3 semaines, luttant entre la vie et la mort. Il y a eu des journées très critiques, comme je le décris en détail dans mon livre, On the Limit. J'étais pratiquement à l'article de la mort. J'ai eu un véritable torrent d'expériences très intenses et souvent orageuses, comme si tout le matériel de mon subconscient jaillissait. Les lamas tibétains disent qu'au bord de la mort et avant d'entrer dans le bardo, état intermédiaire, un état pré-bardo se produit déjà, où surgissent des visions et des expériences de toutes sortes, accumulées au cours de nombreuses existences antérieures. Il est nécessaire de discerner si tout cela ne se produit pas en raison des médicaments qui affectent le cerveau ou en raison de la portée des bactéries, qui m'a donné une méningoencéphalite. La vérité est que les visions étaient plus vives que celles que l'on peut avoir dans l'état dit de veille. Il y avait d'autres jours où, selon mes proches et l'un des médecins, mon corps se sentait vide. C'était sûrement un de ces jours où j'ai eu une expérience vivante de dissociation du corps. Pendant un moment, je fus étendu sur une véritable fougère de nuages, flottant, comme couchés entre eux. C'était un état de conscience maximale et sans la moindre peur.
Après mon retour dans mon corps, ces états de dissociation ont cessé et j'ai commencé à récupérer. Sans entrer dans aucune sorte de spéculation, je me suis limité à raconter mes expériences. L'important c'est qu'ayant fait des pirouettes entre la vie et la mort depuis si longtemps, cela m'a donné un profond sentiment d'humilité et la certitude que dans cette vie, ce qui est vraiment important, c'est la compassion. L'histoire de Maria Lujan et Maria José Navarro Zabaya. 48 ans, femme d'affaires hôtelière à Las Negras, Almeria. Nous sommes des sœurs jumelles et cela nous est arrivé lorsque nous étions des fillettes de 7 ans. Nous étions avec notre mère et sa sœur sur une plage loin de la ville, où il n'y a pas beaucoup de monde ni de surveillance. Nous sommes allés seuls à la mer pour nous baigner dans un endroit plus reculé. On ne s'est pas rendu compte que nous approchions d'une zone dangereuse. Les fortes vagues nous ont entraînés vers la mer jusqu'à ce que nous ne puissions plus tenir debout à cause de la profondeur. Luttant pour rester debout, nous avons sauté du bas pour prendre de l'air, mais à chaque fois, cela devenait de plus en plus creux. Nous ne savions pas nager et le courant nous emportait. Épuisés et sans force, nous avons cessé de nous battre et avons coulé. Nous savions que nous allions mourir. Nous ne pouvions plus respirer et l'angoisse de la noyade a fait place à une paix immense. Mais soudain, étant au fond de la mer et sachant que notre fin était venue, un être apparut qui nagea vers nous. C'était un homme qu'on voyait sans clarté, comme à contre-jour. Il semblait être habillé comme un plongeur à l'ancienne, portant un casque de plongée d'une histoire de Jules Verne. Il m'a rapidement tiré du fond de la mer et m'a laissé sur le sable. Comme je lui ai demandé de faire sortir ma sœur, sans hésiter un instant il est allé la chercher et l'a ramenée. Nous nous sommes reposés et nous avons récupéré de la quasi-noyade que nous avions vécue. Nous ne parlons jamais de qui nous a sauvés. Cela a toujours été quelque chose de très intime pour nous, une expérience personnelle et inexplicable. Qui pourrait être cet être qui nous a sauvés de ces plages sauvages? L'histoire de Miguel Galanduegas. 56 ans, critique musical, écrivain et administrateur du service andalou pour l'emploi. Séville. Une nuit de l'été 1979, alors que je traversais une rue du centre de Séville, j'ai été heurté par une voiture qui est soudainement partie à grande vitesse. Je n'ai pas eu le temps de la voir. Le coup m'a laissé inconscient au sol avec des fractures à la tête, fracture de l'humérus du bras gauche et blessures graves sur tout le corps. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient, mais quand je me suis réveillé, je savais que j'étais entouré d'Italiens qui avaient été témoins de l'accident. Le conducteur avait été aperçu en train de prendre la fuite. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu pendant que j'étais inconscient. Je me suis vu à l'intérieur du fameux tunnel. À la fin, j'ai vu une lumière brillante qui m'a aveuglé. Des deux côtés du tunnel, des images statiques en noir et blanc de ma vie, avec mes parents, mes frères, mes amis, etc., défilaient à grande vitesse. Des images qui montraient des moments que j'avais oubliés, mais que je reconnaissais comme les miens. Les plus anciennes sont apparues en premier, celles de mon enfance. Ensuite, d'autres plus proches dans le temps de mes 17 ans. Je les ai regardées allongées sur le sol. Je n'arrivais pas à réfléchir, je me souviens que je voulais savoir pourquoi je voyais ça, mais la succession vertigineuse d'images m'en empêchait. Ce n'était pas, loin de là, une sensation agréable. En fait, je n'ai pas du tout aimé. Je voulais quand même sortir de là. L'histoire de Javier Rioja, Guerra. 48 ans, entrepreneur dans le secteur des énergies renouvelables.
Barcelone. En 1988, j'accomplissais mon service militaire à l'Académie générale de base des sous-officiers. J'étais chargé d'être le chauffeur-commandant du colonel. Alors que j'étais dans l'armée depuis environ 8 mois, un collègue m'a dit que ma copine de trempe me trompait avec un lieutenant. J'ai pris la voiture du colonel et je suis descendu au village pour la chercher. Je ne l'ai pas trouvée, mais j'ai trouvé 2 collègues récemment diplômés qui devaient se rendre à Lleida pour prendre le train, et ils m'ont convaincu de les prendre. Sur notre chemin, dans un virage, la route a disparu et nous nous sommes retrouvés à survoler un ravin. Dans les airs, nous avons coupé la cime d'un grand pin, nous nous sommes retournés et nous sommes tombés face contre terre. Le sol où nous avons atterri avait été labouré et le capot a été presque complètement enterré. Je me souviens avoir vu les roues tourner avec la voiture coincée dans le champ, tandis que je grimpais de plus en plus vite, m'éloignant sans savoir où. Je me suis senti libéré, comme si j'avais été compressé à l'intérieur d'une bouteille et que j'en étais ressorti d'un coup. Je pouvais voir un point de lumière à la fin qui grossissait, avec une image à l'intérieur. C'était ma mère dans la cuisine à la maison qui faisait la vaisselle dans un tablier bleu. Notez que vous pouvez déplacer cette lumière pour voir d'autres choses. Je me souviens avoir vu mon ami Tony au bar, ma sœur chez elle au Venezuela, décrocher un téléphone rouge qui sonnait, ma grand-mère me serrant dans ses bras, mon premier baiser avec une fille, l'eau coulant dans le ruisseau de la forêt près de chez moi, mon frère Carlos faisant des vagues avec la fumée d'une cigarette. Soudain, l'image a changé et j'ai revu cette journée du début à la fin. Là, j'ai remarqué comment quelqu'un m'a touché en me demandant si j'allais bien. J'ouvris les yeux et remarquai quelque chose qui tomba sur mon visage. J'étais allongé sur le toit de la voiture renversée et mon passager était suspendu par la ceinture de sécurité au-dessus de moi. J'ai demandé ce qui se passait et ils m'ont dit que nous avions eu un accident. Je me suis évanoui. Lorsque j'ai repris connaissance, je me suis réveillé d'un coma de 2 jours dans un hôpital de Lleida. Tous les 3, nous avons survécu ce jour-là. Après cette expérience, j'ai complètement perdu la peur de la mort et j'ai appris à valoriser beaucoup plus les choses qui nous entourent. Pendant un moment j'ai pleuré pour rien, je suis devenu un sentimental qui aimait tout le monde. Depuis, j'essaie de concentrer ma vie sur l'aide aux autres. L'histoire de Cristina Domínguez Sarceda. 48 ans, soprano, Madrid. Mon père est décédé le 24 février 2015. Nous l'avons enterré 2 jours plus tard et avons vécu tout cela comme s'il s'agissait d'un film. Que vous le voyez mais que cela ne vous arrive pas. L'enterrement a eu lieu si rapidement que nous l'avons à peine remarqué. Nous espérions que le prêtre lui dédierait quelques mots ou dirait autre chose, mais c'était un rite très peu personnel, très méthodique, la messe de tel jour. Il a seulement mentionné à quoi s'était consacré mon père mais rien de plus, et avant que nous le sachions, il était déjà enterré et ils ont fermé le couvercle. Nous sommes tous partis de là-bas, et moi, épuisé, je suis rentré dormir. La nuit est venue et je le dis très clairement, mon père est venu me dire au revoir. Je l'ai trouvé, mais aussi jeune, brun, beau comme il était. Il me regardait avec un beau sourire et un regard unique d'amour. Il a tout dit. Il m'a dit, je suis toujours là. Je ne suis pas encore parti parce que je devais venir dire au revoir. J'avais le cœur bouleversé. Il était à côté de moi, dans ma chambre, mais en même temps dans un milieu hospitalier, et très jeune. Mais cette apparition, loin de m'effrayer, me réconforta. Je suis resté avec une paix si profonde que j'étais sûr que mon père allait bien.
L'histoire de Juan José Ruiz Saborido. 52 ans, chauffeur, Malaga. Tout s'est passé fin 1993, dans le salon de ma maison de la ville de Sydney, Australie. C'était dimanche et après le déjeuner, j'ai senti une pression dans ma poitrine. Je m'installai confortablement dans un fauteuil mais je ne m'endormis pas. Soudain, j'ai été impliqué dans une aventure que je n'oublierai jamais. Je ne me souviens pas comment, mais je suis passé de l'état physique à l'état spirituel. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit complètement sombre et inconfortable où je me suis senti emprisonné. J'avais un peu peur et j'étais paniqué. Au-dessus de ma tête, ils ont commencé à apparaître comme des traces de lumière qui, à grande vitesse, sont descendues, se perdant sous mes pieds. Puis ces traces se sont transformées en une sorte de lumière ovale, ronde et jaune. Sans savoir comment ni pourquoi, je me suis dédoublé. Mon moi spirituel a commencé à sortir de ma tête comme la chose la plus naturelle au monde. En aucun moment cela a été traumatisant, mais bien au contraire, agréable et excitant. Une fois dehors, j'ai commencé à m'observer et à m'étudier. C'était comme s'il y avait un autre moi à environ 10 mètres de moi. J'ai pensé, mon Dieu. Est-ce que ce que je vois est possible? Mais si je suis dans l'espace, voyageant à travers le cosmos. Soudain, un grand morceau de l'univers est apparu devant moi, tout noir, et au centre j'ai vu un tunnel. Je me suis regardé voyager à grande vitesse, vers le haut, en lui. J'ai vu une lumière aveuglante dont je me suis approché très rapidement. Instinctivement, j'ai fermé les yeux, portant mes mains à mon visage pour me protéger. J'ai soulevé mes avant-bras contre moi et j'ai légèrement penché mon corps dans une position défensive. Je suis resté dans cette position pendant un moment, mais rien ne s'est passé. Petit à petit j'ai commencé à me détendre. J'ai relâché la pression de mes bras jusqu'à ce que je commence à ouvrir les yeux et à éloigner mes mains pour essayer de voir quelque chose autour de moi. J'ai fini par me découvrir complètement la tête et ouvrir complètement les yeux. J'ai ressenti une paix et un immense plaisir.